Bienvenue dans la saison 2 de Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner du souffle à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, sophrologue depuis plus de 20 ans, auteure de 14 livres sur la pratique au quotidien, co-créatrice du sommet virtuel de sophrologie et formatrice auprès de centaines de professionnels. J'ai accompagné à ce jour près de 5000 personnes, aussi bien en cabinet qu'en entreprise. Dans cette nouvelle saison, je partage avec vous mes recherches mais aussi mon expertise au service de votre évolution professionnelle avec des repères concrets, des conseils sans langue de bois et des pistes réalistes. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà plusieurs années de pratique, ce podcast est là pour vous soutenir, vous inspirer et vous faire passer à l'action. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 34. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me passionne et qui concerne la théorie de l'attachement. Travailler sur cette approche m'a beaucoup aidé dans mes accompagnements. Moi, je trouve que le style d'attachement que nous avons en tant que praticien va influencer l'alliance que nous construisons en sophrologie avec nos clients. Alors, peut-être est-il utile de commencer par rappeler ce qu'est l'alliance. L'alliance, qu'on qualifie parfois d'alliance thérapeutique, mais pour moi, thérapeutique, c'est un abus de langage puisque les sophrologues ne sont pas des thérapeutes, on ne fait pas de soins. Donc, l'alliance définit la qualité de la relation qui s'installe entre un praticien, quel qu'il soit d'ailleurs, et son client. On estime généralement qu'une bonne alliance repose sur 3 piliers, sur 3 éléments. D'une part, le lien qui se tisse entre 2 personnes, qui doit être basé sur le respect, l'écoute, la sécurité, la confiance. D'autre part, une vision claire sur les objectifs de l'accompagnement, vision sur laquelle le client et le sophrologue vont s'accorder. Et enfin, une transparence sur les moyens qui vont être mis en œuvre, alors que ce soit le type d'exercice, leur indication, les modalités, la fréquence, la durée, les tarifs. Vous le savez, et je le répète souvent, les sophrologues ne sont pas des techniciens. Ils ne sont pas là uniquement pour délivrer des exercices. Ce sont des humains qui transmettent la sophrologie. Et en tant que tels, ils nuancent toujours l'alliance d'une part de leur personnalité. J'aimerais à présent vous donner les grandes lignes de la théorie de l'attachement. Alors je ne pourrais pas tellement rentrer dans les détails, mais je vous invite à aller vers des ouvrages spécialisés ou à lire des articles sur le sujet, c'est absolument passionnant. Donc la théorie de l'attachement, c'est une réflexion qui s'appuie sur les travaux initiaux du psychiatre britannique John Bowlby. Ces travaux, ils ont été publiés principalement après la Seconde Guerre mondiale. On peut dire de lui qu'il est l'un des précurseurs de ce qu'on appelle l'éthologie humaine. C'est une branche de la psychologie qui étudie l'humain en tant qu'espèce dans ses comportements. Aujourd'hui, l'un des plus célèbres représentants de l'éthologie humaine, c'est sans doute le psychiatre Boris Cyrulnik. Mais John Bowlby comme Boris Cyrulnik ont en commun d'avoir travaillé auprès d'enfants, des enfants qui ont connu des enfances difficiles, souvent marquées par l'abandon, la perte de leurs parents, la guerre ou la violence. Le point le plus important, c'est qu'à la base de cette théorie figure la notion de sécurité. Un petit enfant ne peut grandir, il ne peut se développer physiquement et psychiquement, s'autoriser à explorer le monde et se lier aux autres que s'il a autour de lui une ou plusieurs figures d'attachement. Une figure d'attachement, c'est un ou plusieurs adultes qui sont pour lui des référents, en général ce sont ses parents, avec lesquels il a des relations sur la durée, il lui apporte de l'affection, de l'attention et il le sécurise. L'enfant, il sent ainsi qu'en cas de danger, il peut toujours revenir à ses modèles, qui sont donc la plupart du temps ses parents, mais ça peut être aussi des grands-parents ou un autre adulte à qui ils sont confiés. On a remarqué que les angoisses de séparation, comme l'entrée à l'école maternelle par exemple, naissent de la peur d'être éloigné de ces figures protectrices et même de les voir disparaître. La qualité et la solidité de ces relations primitives vont littéralement conditionner tout individu dans ses relations ultérieures aux autres. John Bowlby a défini 4 types d'attachements que je vais vous détailler rapidement. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. La personne a confiance en elle et dans les autres, elle sait demander de l'aide, mais elle sait aussi offrir son soutien. Le deuxième type, c'est un attachement anxieux. La relation est davantage vécue avec des inquiétudes.
Souvent, c'est la peur d'être rejeté ou abandonné qui domine, avec en corollaire une peur du regard des autres et même de leur jugement. Le troisième style d'attachement, c'est l'attachement évitant, c'est-à-dire que la personne elle a tendance à mettre à distance toute forme d'intimité, de proximité, et à privilégier l'autonomie, parfois au détriment de la relation. C'est souvent une personne qui se protège par peur de souffrir, quelqu'un qui va souvent quitter des situations ou qui va être plus fréquemment dans l'isolement. Et puis le quatrième type, le quatrième style, on l'appelle l'attachement désorganisé, c'est un mélange en fait de comportements qui sont contradictoires, où on va trouver à la fois le besoin de lien, mais aussi la peur d'autrui. C'est souvent le cas lorsque l'enfant a été élevé par des personnes qui ont un comportement chaotique, très très variable en fonction des situations. En pratique, ça veut dire que nos clients arrivent dans notre cabinet avec un bagage relationnel qui au départ est forcément invisible, mais qui va colorer la manière dont ils vont entrer en alliance avec nous. Mais bien évidemment, nous aussi, sophrologues, nous avons notre propre style d'attachement. Alors souvent on en a plusieurs, mais on en a un qui est dominant. Donc la rencontre de ces deux univers peut faciliter ou au contraire compliquer l'accompagnement. Car vous l'avez compris, si nos clients ont un style d'attachement, eh bien nous en avons un, nous aussi. Dans un épisode récent, je vous ai conseillé de travailler sur votre part d'ombre, ce qu'on appelle le shadow work. Pour moi, la connaissance et le travail sur son style d'attachement en fait partie. Et je le souligne d'autant plus que je peux parfois constater que des personnes choisissent de devenir sophrologues pour réparer un attachement insécure, en pensant qu'en aidant les autres, ils vont se rassurer, reprendre de la confiance en eux en se sentant une meilleure personne. Or, méconnaître son style d'attachement ou bien le connaître et ne pas travailler dessus, sans prendre en compte non plus le style d'attachement de nos clients, eh bien ça peut nuire à la qualité de l'alliance, voire à l'équilibre de nos clients, mais le nôtre aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui peut impacter directement la santé mentale, celle de notre client comme la nôtre. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors principalement avec les trois premiers styles d'attachement, c'est-à-dire l'attachement sécure, insécure et anxieux. Par exemple, vous avez un client qui a un attachement anxieux et vous, en tant que sophrologue, vous avez un attachement évitant. Le client, il va chercher de la proximité pour se rassurer, alors que le sophrologue, lui, prend de la distance. Le résultat, c'est qu'il y a un sentiment d'incompréhension, voire d'abandon pour le client, et il y a une surcharge émotionnelle pour le sophrologue. Si le client et le sophrologue ont tous deux un attachement insécure, les deux vont douter de la relation et de la solidité de l'alliance, alors le client, il peut tester sans cesse la fiabilité du sophrologue. Par exemple, il pose beaucoup de questions, il exprime des doutes ou des réserves, et dans le même temps, le sophrologue peut lui-même manquer de confiance. Donc la relation, elle risque quand même de se fragiliser assez rapidement. Imaginons à présent un client évitant avec un sophrologue qui a un style d'attachement anxieux. Le client, il met de la distance, il donne peu d'éléments sur son vécu au moment de l'anamnèse, par exemple. Il va définir des objectifs vagues, voire refuser de se livrer. Le sophrologue, lui, il va être très attentif et à la recherche constante de validation. Donc, il peut se sentir inefficace, il peut ressentir de la frustration et chercher en permanence à forcer la relation. Imaginons à présent un client qui a un style d'attachement sécure avec un sophrologue qui aurait un style d'attachement insécure. Alors c'est quand même le binôme qui est le plus rare. Le client fait confiance, il s'ouvre facilement, mais le sophrologue doute de sa compétence ou il surinterprète les relations du client. Dans ce cas, c'est le client qui paradoxalement peut soutenir la relation. Alors ça peut fonctionner, mais l'équilibre reste fragile et surtout chacun n'est pas à la bonne place. Et puis, imaginons idéalement un client et un sophrologue dans un style d'attachement sécure. Alors évidemment, c'est la configuration la plus fluide. La confiance s'installe naturellement, le respect est mutuel, le cadre est respecté et l'alliance est solide, même en cas de difficulté. Alors, pour être tout à fait honnête et par expérience, nous avons fréquemment des clients avec des attachements insécures et, dans une moindre mesure, évitants. Mais quoi qu'il en soit, nous, en tant que professionnels, nous devons de maintenir un style sécure dans cette relation qui est une relation professionnelle pour que l'alliance fonctionne et pour que l'accompagnement avance.
Alors tout ça c'est très intéressant, mais est-ce que tout est définitif? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que notre style d'attachement, il n'est pas figé pour toujours. Bien que profondément ancré, il peut évoluer pour nous amener, en tant qu'adultes, vers la sécurité qui a pu faire défaut dans notre enfance. Comment peut-on reconstruire un style d'attachement sécure? Ça va passer d'abord par la prise de confiance. D'ailleurs, c'est ce que je vous amène à faire aujourd'hui. Ça va passer aussi par la recherche de relations sécurisantes dans notre entourage, dans notre environnement, et je dirais même l'éloignement des personnes qui nous insécurisent. Évitez de fréquenter des personnes qui vous insécurisent. Ça peut passer aussi bien évidemment par la thérapie, faire sur vous un travail en thérapie, et puis vous pouvez acquérir de nouvelles compétences ou renforcer des compétences que vous avez déjà, et je pense notamment à celles qui sont indispensables dans la posture du sophrologue, par exemple l'écoute et puis les capacités de communication. Et je pense notamment à l'écoute active et à la communication bienveillante. Pour conclure, je dirais que connaître son style d'attachement personnel, ça n'est pas un luxe. C'est un outil de lucidité. Ça permet d'éviter de tomber dans des pièges relationnels, de mieux repérer aussi ce qui appartient à l'histoire du client et ce qui appartient à notre propre histoire, et de maintenir une alliance équilibrée qui reste au service de l'accompagnement. En sophrologie, je vous parlerai souvent du travail sur la posture et aussi du travail sur le cadre. Donc l'attachement nous rappelle qu'au-delà des techniques, c'est notre manière d'entrer en relation qui fait alliance. Et cette alliance, elle n'est jamais neutre. Elle est la rencontre de deux histoires d'attachement. Alors si vous voulez, on peut poursuivre cet échange, cette discussion, et je vous invite à cette réflexion. Quel est votre style d'attachement ? Comment votre style d'attachement interfère-t-il dans votre posture de sophrologue ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que, quelles que soient les couleurs relationnelles de votre client, l'alliance demeure solide et soutenante ? Si vous voulez poursuivre l'échange sur ce sujet, je vous invite à nous retrouver sur mon compte Instagram, @espace du calme. Sur ce, il me reste à vous souhaiter de bonnes réflexions, de bonnes introspections et une bonne semaine. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout donné l'envie de passer à l'action. Le programme des workshops, ces ateliers pratiques réservés aux sophrologues, se poursuit. Vous pouvez retrouver les thèmes précédents sur la boutique, le lien est en description, et rester informé des prochains. Rendez-vous sur Instagram, @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!